Bonjour à toutes et tous, bienvenue si vous nous rejoignez ce matin. On va parler tout de suite des questions d'énergie, de sobriété, de décarbonation, des sujets qui sont désormais au cœur de nos vies personnelles et professionnelles. Et pour expliquer les enjeux énergétiques des prochains mois, des prochaines années, j'ai autour de moi 5 spécialistes de la question. Franck Chessé, bonjour, président de GH2. Vous portez un projet de production d'ammoniac à partir d'hydrogène vert au port de Bordeaux. On en reparlera tout à l'heure. Jean-Noël Guillot, bonjour, directeur adjoint de la direction territoire et action régionale d'EDF. Maëlys Sué, vous êtes directrice territoriale Gironde, Lot-et-Garonne chez GRDF. Bonjour. Sophie Labattu, directrice générale de Gironde Énergie, une SEM qui accompagne les collectivités locales girondines dans leurs projets d'énergie renouvelable. Et Jean-Paul Riquet, vous êtes le directeur régional Nouvelle-Aquitaine de Total Énergie. Avant de débuter, trois chiffres pour cadrer un peu le débat. Tiré de l'AREC, l'Agence régionale évaluation environnement et climat. 86% de l'énergie primaire consommée en Nouvelle-Aquitaine est importée. Il faut l'avoir à l'esprit, c'est notamment le cas de l'uranium et des sources fossiles, pétrole, gaz et charbon. 40% de la consommation finale d'énergie dans la région correspond à des produits pétroliers et 98% de la production d'électricité régionale est issue de sources neutres en carbone ou bas carbone, 74% nucléaire et 25% renouvelables. Voilà pour le cadre. Un petit rappel enfin à tous, le GIEC nous rappelle tous les ans, on n'est absolument pas dans les clous individuellement et collectivement pour tenir la trajectoire de maintenir le réchauffement climatique en dessous d'1,5 degré. Voilà, il faut bien avoir ça à l'esprit. Il est donc plus qu'urgent de changer nos habitudes tous individuellement, collectivement. J'ajouterai que la France est en retard sur ses propres objectifs de déploiement d'énergie renouvelable. Voilà pour le tableau. On va commencer non pas en parlant de technologie ni d'énergie, enfin si d'énergie finalement, avec finalement la seule certitude qu'on peut avoir dans la situation actuelle, c'est que pour décarboner notre mix énergétique, la seule manière immédiate, certaine, la plus efficace, c'est de moins consommer d'énergie, moins consommer de biens et de services. C'est la sobriété, Jean-Noël Guillot. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Je pense qu'en effet, vous avez donné quelques chiffres régionaux, il faut se redonner quelques ordres de grandeur nationaux aussi. Aujourd'hui, on consomme 1650 TWh par an d'énergie, toutes confondues. On a souvent tendance à avoir un prisme électricité, mais il faut bien le voir dans sa globalité. Et si on se projette à l'horizon 2050, il faut diviser tout ça par 2 et donc arriver à 850 TWh, c'est à peu près ça les macro-projections. Alors, peut-être 2 mots de sémantique. Je pense qu'en effet, on a 3 leviers pour ça. Le premier, on en a beaucoup parlé, ce sont les questions de sobriété. Donc là, on parle de comportement, c'est-à-dire consommer moins de biens et de services, se chauffer à 19 degrés, c'est limiter ses transports. Voilà, c'est ça les questions de sobriété. Le deuxième levier, c'est la question de l'efficacité énergétique. Ça, c'est le travail, je dirais, technologique, matériel. C'est l'isolation, c'est travailler sur la performance énergétique des process industriels, c'est derrière mettre en place des systèmes aussi qui ont de meilleures capacités de régulation. Et puis le troisième enjeu, c'est la décarbonation, c'est sortir des énergies fossiles. On sait que c'est fondamental à l'horizon 2050, à la fois pour des questions de carbone que pour des questions d'indépendance énergétique. Et donc ça passe par l'électrification de tous les usages qui peuvent être électrifiés. Donc c'est fondamental d'avoir bien en tête ces trois dimensions. Tout à fait, et on va y revenir. Sophie Labattu, on parle de 2050, de 2030. La question énergétique, pour les élus locaux, ça se pose aussi sur la question de la fin du mois, payer les factures là, ou de la fin de l'année. C'est un moteur de cette sobriété ? Tout à fait. En fait, on arrive dans une période où finalement le contexte économique et le contexte tarifaire vient se coordonner avec les enjeux climatiques, puisque, comme vous le disiez, la fin du monde finalement et la fin du mois arrivent à des obligations de sobriété énergétique pour les collectivités. Aujourd'hui, le gisement en matière de sobriété et d'économie d'énergie, il est très important pour les collectivités. Vous avez par exemple 10 millions de points lumineux en France qui représentent
représente 7 TWh. Donc sur la partie éclairage public, il est possible de faire entre 15 et 75% d'économies par tout simplement du renouvellement de lampes, mais également de l'abaissement de l'extinction nocturne. Ça, c'est des choses qui sont rapidement efficaces. Mais le gisement le plus important, c'est les bâtiments publics. 76% de la consommation des collectivités, ce sont les bâtiments publics. Ça représente 287 millions de mètres carrés de bâtiments. Là, les collectivités, globalement, c'est la moitié du parc qui date d'avant 1975, donc qui ont plus de 50 ans. Donc le gisement est énorme et les travaux commencent juste aujourd'hui. Merci Jean-Paul Riquet. Je me tourne vers vous. On l'a vu, la sobriété passera par la diminution des émissions carbone de 75% d'ici 2050. La sobriété, c'est donc une désintoxication collective de nos dépendances aux énergies fossiles qui représente encore 3/4 des investissements chez Total Énergie. Comment on résout cette contradiction pour arriver à la sobriété ? Alors déjà, sur la question de la réduction de la consommation, c'est un sujet où Total Energy s'est engagé aux côtés des 3 grands énergéticiens. On se souvient de la tribune dans le JDD où on appelle à diminuer la consommation. Parce que diminuer la consommation, c'est aussi augmenter le pouvoir d'achat et puis diminuer les gaz à effet de serre. C'est aussi un peu moins de chemin à faire pour notre souveraineté énergétique, puisqu'il y a moins à produire d'énergie pour couvrir nos consommations. Après, sur les aspects se désintoxiquer aux fossiles, c'est quelque chose dans lequel Total est complètement engagé, puisqu'on investit énormément d'argent sur la transition énergétique. On est le plus gros investisseur français au monde dans les énergies renouvelables. On doit être dans le top 5. Alors, c'est des chiffres qui paraissent vraiment astronomiques, qui sont de l'ordre de plus de 4 milliards de dollars cette année. Et puis après, plus concrètement, ça se traduit par des projets et des projets qui sont partout dans le monde, mais aussi sur nos territoires, que ce soit des projets d'énergie renouvelable, que ce soit des projets de méthanisation, que ce soit aussi nos produits pétroliers que l'on rend plus efficaces, que ce soit des biocarburants, des carburants de synthèse. Il y a un panel de solutions, en plus de l'efficacité énergétique, en plus de la sobriété, pour répondre à cette problématique. On va les explorer effectivement par la suite. Juste avant, on parlait de méthanisation. Chez GRDF, on sait que le prix du gaz est un sujet aujourd'hui. Comment la sobriété et l'efficacité énergétique se traduit chez vous et chez les clients ? Alors, les prix de l'énergie, c'est une question, c'est pas que pour le gaz, hein, c'est pour toutes les énergies où aujourd'hui le prix pose question. Par rapport à la sobriété, on le sait, et tout le monde le dit, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais pour moins consommer, encore faut-il connaître ce qu'on consomme. Donc nous, en tant que gestionnaire du réseau de distribution de gaz, on met à disposition gratuitement les données de consommation à l'ensemble de nos clients, donc qu'ils soient des particuliers, des professionnels ou les collectivités. Et puis, à côté de ça, on accompagne sur la rénovation énergétique. Sophie en a parlé par rapport aux bâtiments publics. On a par exemple coopéré dans la mise en place d'un outil avec Enedis, la Banque des Territoires, avec l'État, qui s'appelle PrioRéno, et qui, à partir des données de consommation d'Enedis et de GRDF, il y a un certain nombre d'algorithmes qui vont définir les bâtiments à rénover en priorité, les bâtiments publics à rénover en priorité. On parle de 500 000 bâtiments publics dans cet outil. Et puis un autre exemple pour les particuliers là, sur la sobriété, l'accompagnement qu'on peut faire et la rénovation énergétique, on a en octobre identifié 500 000 clients qui ont été détectés comme ayant une consommation supérieure de 20% à une consommation avec un profil similaire. Ces clients ont été contactés et l'idée c'est de les orienter vers des acteurs qui vont pouvoir les guider et les accompagner justement dans la maîtrise de l'énergie et la rénovation énergétique. Merci Franck. Je finis le premier tour de table avec vous. Vous parlez de sobriété. Présentez-nous peut-être rapidement ce que le projet porté par GH2 pour qu'on comprenne bien de quoi vous parlez. Oui, merci pour votre invitation. Sur les chiffres que vous avez présentés tout à l'heure de l'AREG, donc sur les données énergétiques de la région, donc la région importe aujourd'hui 1500 gigawattheures par an
d'hydrogène carboné qui ne font pas partie des comptabilités de l'AREC, qui sont importés sous forme d'ammoniac sur la presqu'île d'Ambès. Notre projet chez GH2 est un projet de réindustrialisation. On est sur un projet de souveraineté alimentaire et de transition énergétique. Le but, c'est donc de produire en Nouvelle-Aquitaine, localement, de l'hydrogène, ce qui s'appelle de l'hydrogène décarboné. Donc, au lieu d'importer de l'hydrogène carboné, demain, on pourra le produire localement de manière décarbonée, que ce soit grâce à l'électricité française bas carbone, soit par des énergies renouvelables additionnelles qu'on peut développer en Nouvelle-Aquitaine ou ailleurs en France. Et cet hydrogène pourra permettre de produire localement l'ammoniac qu'on consomme localement et donc permettra de réduire le déficit commercial de la région Nouvelle-Aquitaine de l'ordre d'une centaine de millions d'euros par an. Donc c'est un actif qui est tout à fait dimensionnant en termes de transition énergétique et qui répond aussi à des enjeux de souveraineté alimentaire. Une précision, l'ammoniac, sa destination finale, dans quoi on l'utilise, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Question. Alors aujourd'hui, l'ammoniac est utilisé principalement à des fins industrielles. L'ammoniac est utilisé dans les industries chimiques de Nouvelle-Aquitaine, entre autres en France, pour la production des engrais pour l'agriculture, notamment des engrais qui servent à la production du blé. Demain, l'ammoniac pourra servir, est une molécule d'énergie, donc c'est un vecteur d'hydrogène. Il pourra servir notamment pour des applications de transition énergétique. Le projet, c'est une des raisons pour lesquelles le projet que l'on porte est situé sur le terminal chimique du port de Bordeaux, qui a eu la réactivité de prendre la balle au bond. Et le projet permettra d'encourager les usages énergétiques de l'ammoniac, à savoir en particulier le transport maritime, puisque l'ammoniac sera une des molécules vecteurs de transition énergétique sur le transport maritime. Merci. Et pour donc tenir les objectifs de neutralité carbone, il faut diminuer la consommation, il faut doubler la part des énergies renouvelables pour atteindre 50% de notre consommation finale d'énergie à l'horizon 2050. Dans la région, concrètement, quelles sont les énergies les plus faciles à mobiliser? On a le solaire, on a l'éolien, on parle d'offshore, on parle de gaz vert. Qui veut se lancer sur ce sujet? Je veux bien commencer. Allez-y. Je pense que la réponse, en fait, c'est toutes ces énergies, et peut-être d'autres encore, comme l'hydrogène qu'on a évoqué. La région Nouvelle-Aquitaine dispose de beaucoup d'atouts pour développer ces solutions. Déjà, c'est une grande région. Et c'est une région qui est très ensoleillée. Donc si on arrive à déverrouiller les aspects fonciers, il y a un potentiel de mise en place de centrales solaires qui est important. La région est déjà en pointe dans le domaine du solaire. La région est en pointe. Nous, on a à peu près une trentaine de centrales d'énergie renouvelable. Ça fait la consommation de 200 000 habitants à peu près. Et on compte doubler dans les prochaines années. Un autre atout de la région, on l'a évoqué, c'est que c'est une région qui est très agricole et donc il y a des gisements de biomasse qui vont servir d'intrants pour les méthaniseurs pour faire du biogaz. Donc là, il y a aussi un potentiel important avec les mêmes problématiques, on en reparlera peut-être tout à l'heure, de déverrouillage, de lenteur administrative. Total Energy vient d'ouvrir son 3e méthaniseur là, très récemment, qui s'appelle BioBéarn, et on est le premier producteur de biogaz en France. Et puis, effectivement, vous l'avez évoqué, la façade maritime de la Nouvelle-Aquitaine est extrêmement importante. Donc, il y a un potentiel éolien. Le projet AO7, enfin l'appel d'offres 7 qui se situe au large d'Oléron, en 2 tranches, c'est 2 gigawatts. C'est en gros 2 réacteurs nucléaires, c'est pas rien. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette énergie électrique décarbonée parce que, c'est pour la consommation électrique, mais c'est aussi un vecteur pour faire de l'hydrogène vert et où il y a plein d'usages avec cet hydrogène vert. On va revenir effectivement sur la hausse de la demande d'électricité. Je rebondis sur le solaire, Sophie Labattu. On parle beaucoup de grands projets, de grandes centrales qui déboisent, qui prennent du foncier. Vous êtes plutôt positionné sur des petites unités, des ombrières, des petites centrales de proximité finalement. Tout à fait. En fait, on est une société d'économie mixte, donc à majorité publique. On travaille donc principalement et quasiment uniquement avec les collectivités. Aujourd'hui, vous l'avez dit, faut multiplier par 2, voire plus les énergies renouvelables. Et le foncier
disponible et facilement mobilisable est quand même une problématique à court terme. Donc nous, le positionnement, ce sont les parkings des collectivités, des 40 places globalement, sachant qu'aujourd'hui il y a une loi qui est en cours d'adoption au niveau du Parlement qui imposerait à partir de 80 places de solariser les parkings, mais également les toitures des nouveaux bâtiments, là aussi obligation qui va arriver à partir de 2000 m². Donc au-delà de ces obligations, pour nous la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables, elle se réfléchit au niveau des territoires, et chaque territoire, au niveau de ses plans climat à l'échelle des intercommunalités ou même au niveau de chaque commune, doit participer à la transition énergétique par des ou un projet d'énergie renouvelable. L'automatisme, il doit se faire sur l'ensemble du foncier disponible des collectivités. Jean-Noël Guillot, on a schématiquement beaucoup d'éoliens en ex-Poitou-Charentes, beaucoup de solaire en ex-Aquitaine et Limousin, une grande façade atlantique. Ça nous dit quoi sur les possibilités et potentialités du territoire? Peut-être, en effet, bon, d'abord, le mix énergétique actuel de l'Aquitaine est relativement équilibré et assez à l'image d'un mix énergétique cible déjà aujourd'hui. Vous le disiez, 50% de nucléaire, c'est 64% de la production d'énergie. Il ne faut surtout pas qu'on confonde puissance et énergie, hein, c'est très important, parce qu'in fine, ce qui est utile, c'est l'énergie. Et puis, on commence à avoir en effet de l'éolien qui représente 9% des puissances installées sur la région. Je pense que la question de fond, c'est avoir un mix énergétique qui soit décarboné à horizon 2050. Pour ça, il y a 3 trépieds. Le premier, c'est en effet être en capacité d'avoir un socle nucléaire qui permette d'assurer une quantité d'énergie importante et flexible. Donc ça, il y a deux leviers pour ça. C'est arriver à consolider le socle nucléaire existant. Donc c'est les programmes de grand carénage, c'est la poursuite de l'exploitation des tranches au-delà de 40 ans. C'est mettre en œuvre le deuxième programme électronucléaire, donc c'est-à-dire les EPR2, qui tireront les enseignements de l'EPR actuel avec ce qui a été annoncé 6+8. Bon, on est en ce moment dans les périodes de débat public, et puis derrière, il y aura une loi PPE3 qui permettra de préciser tout ça. Et puis, il y a les questions de flexibilité. Donc ça, c'est très important aussi, et donc développer les possibilités de flexibilité. Sur les énergies renouvelables, en effet, il faut faire x2 à minima. Et faire x2 en effet sur le photovoltaïque. Alors le photovoltaïque, il est multiforme, on l'a évoqué. Hein, en effet, on pense au champ photovoltaïque. Il y a une importance très importante de intégrer du photovoltaïque dans les bâtiments. Ça, c'est l'autoconsommation individuelle ou collective. Et je rappelle quand même que le réseau électrique est aussi un formidable moyen de mutualisation des productions et des consommations à des mailles locales. C'est le mode de mutualisation vraiment naturel. Après, on a bien sûr l'éolien offshore et onshore. Sur le offshore, on voit que les grands programmes sont en train de sortir avec des mises sur le réseau. Voilà, donc ça, c'est avoir un mix électrique décarboné. Et après, en parallèle, il est très important de bien faire le lien entre les énergies qu'on développe et les usages qu'on va associer à ces énergies. On évoquait l'hydrogène ou le biométhane. Ce sont des énergies qui ont l'intérêt d'avoir une très grande densité énergétique. Il faut les réserver pour les usages qui nécessitent de grandes densités énergétiques. On évoquait les transports lourds. On va en parler voilà, donc c'est bien ça, c'est l'association mix énergétique usage à la maille régionale et à la maille nationale qui doivent être parfaitement ajustées. Et c'est un petit peu complexe, c'est pour ça que ça mérite un peu de temps. Tout à fait. Et le solaire, d'ailleurs, s'invite aussi dans les exploitations agricoles, sur les toitures et sur les plans d'eau avec le flottovoltaïque, des centrales solaires flottantes. Plusieurs sont en projet dans la région. Je voudrais qu'on parle du gaz, Maëlys Suet, le biogaz, le biométhane, le gaz vert. Dites-nous déjà qu'est-ce que c'est, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, le gaz vert, c'est un gaz renouvelable qui est produit localement. En fait, il est produit à partir de la dégradation de matières organiques. Ces matières organiques, elles peuvent être d'origine végétale ou animale. Hein. On parle d'effluents d'élevage, de résidus agricoles, de résidus d'industrie agroalimentaire, des biodéchets, avec le tri à la source des biodéchets qui va être obligatoire en 2024. C'est un sujet. Ces biodéchets peuvent être valorisés en gaz vert. Et donc ce biogaz qui est produit dans une grande cuve privée d'oxygène, il est récupéré, épuré et injecté dans les réseaux de gaz. Et ça n'existe que depuis 10 ans. Ce n'est autorisé que depuis 10 ans. On dit que c'est du biogaz ou du gaz vert parce qu'il est moins carboné que le gaz naturel qu'on utilise. Exactement. Il est neutre en carbone par rapport au cycle justement des végétaux.
Alors la question que tout le monde se pose dans cette salle et derrière les écrans, j'en suis sûr, le robinet du gaz russe s'est fermé cette année. Est-ce que dans une région agricole comme la Nouvelle-Aquitaine, le gaz vert peut remplacer le gaz russe? Ou est-ce que les échelles ne sont pas du tout les mêmes? Alors, l'ambition de la Nouvelle-Aquitaine sur le gaz vert, c'est bien de remplacer le gaz fossile. La feuille de route Neoterra indique justement une ambition de 30% de gaz vert dans la consommation de gaz en 2030 et 100% en 2050. La région, on est aux côtés de la région pour justement accompagner ce développement. Et c'est ambitieux, mais c'est réaliste, puisque c'est effectivement la première région agricole de France. Et aujourd'hui, on est à 43 sites d'injection, de méthanisation qui injectent dans les réseaux. À cette fin d'année, on sera à 5% de gaz vert dans la consommation de gaz, et à fin 2025, on sera à 10%. Donc on est sur la ligne, en tout cas aux côtés de la région, avec la région, on met tout en œuvre pour atteindre ces objectifs, et on travaille avec différentes parties prenantes, et notamment la Chambre d'agriculture dans le cadre du programme Méthanaction qui est là pour faire émerger justement les projets de méthanisation. Donc ça progresse, c'est pas encore suffisant aujourd'hui pour se passer, imaginer une souveraineté sur du biogaz. Là, au niveau France, avec le nombre de projets qu'on a, on peut atteindre 20% de gaz vert dans la consommation en 2030. Vous parliez du gaz russe. En janvier 2022, le gaz russe représentait 17%. Donc dès 2030, on pourra... C'est une part de la solution. Exactement. Tout à fait. Transition sur l'hydrogène. Franck Chessé, vous allez vous utiliser l'hydrogène pour créer de l'ammoniac. Réexpliquez-nous un peu ce sujet. Et puis l'hydrogène, question ouverte ensuite à tous. On en parle beaucoup, mais pour quels usages concrètement on pourra le faire? L'industrie est l'un des usages cibles à moyen terme, voire à court terme. Oui, alors aujourd'hui, l'ammoniac est produit en France à partir du gaz naturel. C'est une molécule qui est produite avec des émissions de gaz à effet de serre pour plusieurs applications. Ce qu'on ambitionne au sein du projet, c'est de produire cet ammoniac à partir d'hydrogène purement décarboné. Donc il y a deux sujets dans le décarboné. Il y a le sujet renouvelable, évidemment. Donc GH2 développe des capacités de production renouvelable, dont un parc solaire de 26 MW sur la presqu'île d'Ambès et plusieurs dossiers attachés. Un parc solaire, hein, c'est ça? Un parc solaire. Parc solaire. Et de l'électricité du réseau, qui en France a la chance d'être la stratégie d'être décarbonée. Et donc on permet, avec des actifs à la fois de connexion et de raccordement de première classe en Europe, un marché de l'électricité qui fonctionne et qui permet à des projets comme le nôtre de voir le jour. Donc on a toute cette valeur-là qui est disponible et donc qu'on utilise pour produire localement donc de l'hydrogène décarboné. Cet hydrogène décarboné donc remplace de l'hydrogène carboné importé, donc permet de réduire la balance commerciale, et produit et utilisé sur place sur notre usine, sur nos projets d'usine pour produire cet ammoniac. L'ammoniac ensuite est traditionnellement utilisé à 90+% pour la production donc des engrais azotés. Donc on remplacera ces importations d'ammoniac par de la production locale, et on encourage donc l'usage de cet ammoniac pour le transport maritime. Donc l'ammoniac est une molécule qui a une capacité calorifique de 19 MJ par kilo, qui a un contenu énergétique tout à fait intéressant, qui est similaire en termes de propriétés de liquéfaction au GPL, et qui demain pourrait être utilisé sur des bateaux avec des moteurs qui sont en cours de développement par les gros énergéticiens européens qui sont MAN, Wärtsilä et WinGD et autres, pour le transport maritime, donc sur des moteurs à 2 temps et 4 temps. Les technologies sont en cours de développement. En Europe, l'Europe dispose des technologies aujourd'hui, enfin de la workforce pour développer ces technologies pour permettre sa transition énergétique d'une manière qui soit efficace, puisque l'ammoniac est un véhicule de transport de l'hydrogène qui est beaucoup plus intéressant pour ce type d'application que l'hydrogène pur. Voilà. Sur ce sujet, la production du coup en France d'hydrogène d'ammoniac vert, est-ce qu'elle sera compétitive par rapport à des exportations, puisqu'on parle de souveraineté aujourd'hui? Oui, alors en France, on a la chance donc d'avoir un réseau de première qualité. Donc
on peut à la fois miser sur un gisement renouvelable intéressant et une électricité bas carbone compétitive, que ce soit sur des contrats long terme qui pourraient être négociés avec les producteurs nationaux et des énergies locales. Cette flexibilité dont parlait EDF tout à l'heure est extrêmement intéressante pour ce type de projet, puisque on permet à notre projet de bénéficier à la fois des prix de l'électricité bas aux heures creuses, et de l'électricité compétitive des renouvelables, qui aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure de prix à 3 000 € du mégawattheure au plafond des marchés, sont beaucoup moins sur les énergies renouvelables. Donc c'est effectivement très compétitif de produire ça en France. Je prolonge ma question sur l'hydrogène. On en parle beaucoup, on en parlait énormément, on promet monts et merveilles. Sur quels usages concrètement on va le voir dans les prochaines années, Jean-Noël Guillot? Ça a été dit, pour faire de l'hydrogène, il faut de l'électricité décarbonée et de l'eau. Et il y a des coûts de transformation pour fabriquer de l'hydrogène, c'est-à-dire des coûts énergétiques. Donc il faut réserver ces molécules aux usages énergétiques les plus intenses, à commencer par les process industriels qui ont besoin d'hydrogène ou d'ammoniac pour fonctionner. Donc il faut d'abord réserver ces énergies, ces molécules qui sont des vecteurs énergétiques à ces usages-là, et puis ensuite se pose la question du transport lourd. Donc en effet, côté EDF, avec notamment notre filiale Dynamics, on s'intéresse plutôt à de l'hydrogène à production locale sur des zones industrielles, avec aussi en synergie les transports, par exemple, en commun des collectivités. Voilà, là vous trouvez un débouché pour l'hydrogène qui permet d'avoir à la fois un débouché constant et puis une substitution qui ne peut pas se faire par d'autres moyens, notamment l'électricité directe. Et on parle de quelle échéance ? Là, d'ores et déjà, on a des premiers électrolyseurs qui fonctionnent avec des mixtes industriels et transports en commun, par exemple à Auxerre. Mélissa, vous vouliez réagir ? L'hydrogène, c'est aussi un sujet pour nous, puisque quand on parle de 100% de gaz vert en 2050 dans les réseaux, il y a une part, presque un quart de ce gaz vert qui sera de l'hydrogène. Et donc, on envisage aussi de pouvoir transporter cet hydrogène dans les réseaux. Il y a une étude qui a été faite et qui a prouvé que 98% des réseaux existants étaient en capacité de transporter cet hydrogène. Et le sujet de l'hydrogène est aussi pris en compte dans ce qu'on appelle la méthanation. Donc, c'est la production de gaz de synthèse à partir d'hydrogène et de CO2. Ça permet aussi de stocker, de stocker l'énergie renouvelable à travers ce gaz de synthèse. C'est noté. Jean-Paul Auriquet, on a entendu l'hydrogène, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour résumer, quels usages sont ciblés et qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre solution du côté des carburants synthétiques, par exemple ? Alors pour Total Energy, déjà, il y a un gros sujet hydrogène dans nos raffineries. Puisque l'hydrogène, on va parler un peu de couleur, l'hydrogène gris, qui émet beaucoup de CO2, on le produit dans nos raffineries pour en fait désulfuriser tout ce qui est hydrocarbures et carburant. Donc là, on a un vrai enjeu. Et cet enjeu, c'est finalement de décarboner complètement la production d'hydrogène gris, donc d'hydrogène dans nos raffineries d'ici 2030. Et il y a plusieurs manières de le faire. Et une des manières, c'est de passer à l'hydrogène bleu, qui est de dire, je produis cet hydrogène, je capte le CO2, je le stocke ou je l'utilise. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et on travaille dessus avec Air Liquide, notamment sur la raffinerie de Normandie. Il y a un autre sujet, c'est l'hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure, donc qui est l'hydrogène produit à partir d'électricité verte. Et là, on a un gros projet sur une ancienne raffinerie qui est devenue une bioraffinerie qui est à la Mède, qu'on fait avec Engie. Donc ça, c'est un point important aussi. C'est toutes ces histoires de mix et de sobriété ou souveraineté énergétique, c'est un travail collectif. On ne peut pas faire tout ce travail-là si on n'aménage pas les territoires, s'il n'y a pas les réseaux de gaz qui se développent, s'il n'y a pas les réseaux électriques qui se développent, s'il n'y a pas le nucléaire, s'il n'y a pas l'éolien. C'est vraiment un travail collectif. Mais pour revenir donc à la Mède, il y a un gros électrolyseur qui va servir à produire de l'hydrogène et un peu sur la même idée que la méthanation, croisé avec du CO2, faire des carburants de synthèse.
Et puis un tout dernier point sur la mobilité lourde, la problématique de développement de corridors pour que les poids lourds puissent circuler à l'hydrogène, c'est un peu l'histoire de l'œuf et la poule. Donc il faut qu'il y ait des clients pour qu'on fasse des stations, et pour faire des stations, pour qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait des stations. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec Daimler Truck pour construire une flotte et puis développer un corridor hydrogène avec des stations hydrogène. Et il y en a 150 qui vont être opérées en Europe, et dont une en Nouvelle-Aquitaine. Merci. Je voudrais qu'on parle justement d'électricité. Tout le monde l'a peut-être pas à l'esprit, mais la consommation globale d'énergie doit radicalement baisser. Dans le même temps, la consommation d'électricité est appelée à augmenter dans cette part pour des usages comme l'hydrogène, pour des usages comme les voitures électriques. Sophie Labattu, il faut donc, on l'a vu, construire des énergies renouvelables. Il y a un projet de loi qui est discuté en ce moment même à l'Assemblée. Aujourd'hui, quels sont les freins opérationnels sur le terrain? On a parlé de la concurrence sur le foncier. Est-ce qu'il y a d'autres freins à ces projets? Aujourd'hui, un projet solaire au sol, on met 4 ans pour le faire en France. En Allemagne, on met 1 an. Donc déjà, la problématique administrative et de lourdeur des autorisations, elle est évidente, et c'est en ça que le projet de loi essaie d'y répondre. Après, il faudra voir dans les décrets d'application et dans l'application au niveau des services déconcentrés de l'État, si ça va avoir une suite. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, quand on développe un projet d'énergie renouvelable, on a beaucoup plus de freins en termes d'autorisation, de demande d'études, voilà, qui font que on met beaucoup de temps à produire. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis le coût qui reste, ça dépend des énergies. Aujourd'hui, c'est vrai que le prix des panneaux baisse, etc. Donc on arrive à avoir des modèles économiques intéressants, mais le coût reste encore compliqué, notamment pour les collectivités. Jean-Noël Guillot, comment on résout cette équation de la hausse d'électricité dans les années qui viennent, quand les nouveaux réacteurs ne sont pas appelés à entrer en service avant un peu plus longtemps? Oui, alors je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez, qui me semble extrêmement important, en effet, sur l'accélération du développement des ENR. Il y a à la fois les questions d'autorisation et puis les questions de pouvoir maximiser l'utilisation de tous les fonciers délaissés. Ça, c'est un enjeu. On parle des délaissés d'autoroutes, on parle d'un certain nombre de zones qui sont en phase de désindustrialisation. Donc voilà, ça aussi, c'est un vecteur d'accélération. Pour revenir à votre question, je pense qu'il faut bien dissocier deux choses. C'est ce qui se passe conjoncturellement aujourd'hui sur la disponibilité du parc nucléaire. Enfin, je pense que tout le monde l'a bien en tête. Crise Covid, des opérations de maintenance très lourdes en ce moment qui sont ce qu'on appelle chez nous le grand carénage, qui permettent d'augmenter la durée d'exploitation des tranches de 40 à 50 ans. Et puis, parallèlement, lors de ces opérations de maintenance, la découverte de corrosion sous contrainte qui nous amène des arrêts de tranches plus longs prévus, à la fois pour des questions de contrôle et puis quand c'est nécessaire de réparation des soudures concernées. Donc ça, il faut bien dissocier ça, avec en plus cet été une sécheresse très importante qui a réduit de manière assez significative les capacités de production hydraulique. On rajoute à ça, en effet, une crise sur les prix des produits pétroliers, gaziers, qui amène à un renchérissement des énergies. Et c'est pour ça que finalement, on est dans une situation qui est conjoncturellement difficile, même si structurellement, on sait que de par le développement des nouvelles technologies, forcément, les prix des énergies ne retrouveront probablement pas leur prix d'avant 2019. Alors, comment on fait pour tenir la soutenabilité? On l'a déjà un peu esquissé, c'est d'aller assez vite sur les programmes EPR2, accélération et concertation, il faut bien mener les deux en parallèle, donc toute l'importance des débats publics aujourd'hui, et puis sur les énergies renouvelables, jouer sur tout le champ des possibles, l'éolien, le photovoltaïque, l'éolien dans ses deux formes, maritime et terrestre, là aussi avec tous les enjeux de concertation qu'on peut avoir. La chaleur renouvelable aussi, on ne l'a pas évoqué aujourd'hui, chaleur de récupération, data center, ça c'est des enjeux très importants. Et puis continuer, parce que c'est ce qui est plus naturel, à équiper les bâtiments de solutions
de production d'énergie, notamment par le photovoltaïque, et de mobilité électrique intégrée. Je crois qu'il y a de très beaux exemples dans la région. On en parlait juste avant sur la précédente table ronde. Ça, il faut aller là-dessus. Et puis après, pour terminer, on parle beaucoup aussi d'agri-PV. Je voulais saluer le projet Viti Solar que l'on a en région Aquitaine, qui permet de travailler de manière très sérieuse sur le sujet de l'agri-PV, en regardant sur plusieurs... Les panneaux solaires installés, voilà, installés en lien, bien agricole. comme son nom l'indique, Viti Solar, en lien avec la viticulture, en regardant sur plusieurs années toutes les externalités positives et négatives que peuvent générer cette association. On parlait tout à l'heure de synergie entre plusieurs métiers ou plusieurs fonctions. Voilà, c'est là qu'on va regarder ça pendant 5 ans, et puis rendez-vous pour les vendanges 2023 pour le premier cru agri-PV que l'on aura en Aquitaine, sous les panneaux solaires. Un bel exemple. Voilà, donc ça se regarde avec beaucoup de sérieux pour que justement derrière ça puisse se développer. Voilà, donc industrialiser en effet la transformation du mix électrique. Sachez qu'en tout cas nous sommes complètement attelés à la tâche. Sur cette question du mix électrique, Jean-Paul Riquet, Maëlys Huet. On est convaincus qu'il nous faut un mix énergétique équilibré, gaz et élec, qui sont complémentaires et qui sont nécessaires pour la stabilité du système énergétique français. Donc on parlait d'hybridation, ça fait partie aussi de notre jargon, et j'en ai pour exemple dans les bâtiments, il n'y a pas que nous qui le disons, il y a aussi des scénarios prospectifs de RTE et de l'ADEME qui en parlent. C'est la possibilité d'équiper les bâtiments de packs hybrides, donc c'est un couplage entre une pompe à chaleur et une chaudière à condensation gaz. Et en fait, en fonction des températures extérieures, en fonction des tensions sur le réseau, en fonction des prix de l'énergie, il y a un module de pilotage qui va basculer de l'une à l'autre, l'un à l'autre des systèmes. Et on prendra la meilleure énergie au meilleur moment. Voilà. Donc on croit beaucoup à cette technologie dans les bâtiments. C'est noté. Jean-Paul Riquet ou Franck Chessé sur cette question du mix électrique. Alors, si je voulais faire une réponse courte, je dirais pas mieux. C'est-à-dire, je souscris exactement à tout ce qu'ont dit mes confrères. Il y a peut-être 2 points. Le sujet du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, c'est un vrai sujet, et il ne faut pas se louper, et je ne suis pas sûr qu'on ait pris le bon chemin. Donc on va voir. Les débats sont compliqués, visiblement. Les débats sont compliqués. Pour l'instant, on est plutôt sur une loi de freinage des énergies renouvelables. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça, c'est la France. Et autre sujet qui est un peu la France, ça me fait toujours penser à Astérix et Obélix, la zizanie, c'est un vrai sujet sur l'acceptabilité. C'est-à-dire que la transition énergétique, les énergies renouvelables, tout le monde en veut, mais personne n'en veut dans son jardin. Et donc il y a un moment, faire la différence entre opinion et puis avoir une décision qui est éclairée et savoir l'art du compromis, c'est quelque chose peut-être qu'on doit retrouver dans notre pays, parce que sinon on va pas y arriver. Oui, Franck Chessé. Nous, sur le mix électrique, surtout parce que c'est le sujet qui nous intéresse, nous serons un électrode intensif très important. Donc 80% de nos OPEX sont de l'électricité. Un des enjeux du projet, c'est de permettre l'accélération en fait, de la transition énergétique, donc de la consommation d'énergie renouvelable, donc d'augmenter le mix renouvelable dans notre consommation d'électricité. Donc le projet encourage évidemment le développement de projets renouvelables à travers nos propres projets et puis des partenariats avec des tiers qui peuvent être éventuellement autour de la table. Le but vraiment du projet, c'est d'augmenter ces renouvelables, d'accélérer sur les renouvelables dans le but de maximiser le contenu renouvelable de l'électricité in fine. Merci. Je voudrais il nous reste quelques minutes qu'on prenne le temps de parler de souveraineté et notamment de logique, la logique qui est derrière cette souveraineté. On avait l'habitude en France, grâce au nucléaire, d'avoir l'électricité vient de la centrale la plus proche, l'essence vient de la raffinerie la plus proche. Un système très centralisé avec des gros points de production. Ce qu'on comprend à vous écouter tous les 5 aujourd'hui, c'est que chaque consommateur, chaque entreprise, chaque collectivité veut se réapproprier, chaque exploitation agricole, se réapproprier une partie de cette production pour la sécuriser, se dire au moins je sais d'où ça vient, je sais que j'ai la main dessus. C'est une tendance des années qui viennent. Jean-Noël Guillot.
Enfin, peut-être un mot sur, on parlait de la complémentarité des énergies, je voudrais parler de la complémentarité des mailles territoriales. Voilà, on voit bien que c'est multiscalaire tout ça, hein. On a parlé du bâtiment, on a parlé de la commune, on a parlé de la région. Il y a des énergies qui sont en effet éminemment locales, il y en a d'autres qui sont un peu plus régionales, quand on parle des réseaux de chaleur par exemple, d'autres qui sont nationales de fait quand on parle des centrales de production nucléaire ou les gros centres éoliens offshore. Donc oui, en effet, il y a cette complémentarité des énergies. L'avantage de l'électricité, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement bien maillé en France. Alors même s'il y a des investissements considérables à faire dans le réseau pour continuer ce maillage et cette intégration des énergies renouvelables, mais voilà, vraiment le mot-clé, c'est multi-énergie et multiscalaire, les différentes échelles. Sophie Labattu, ce mot-clé vous parle ? Ce qui me parle, et on l'a un petit peu évoqué durant les dernières interventions, c'est que si on va arriver à faire un mix énergétique qui fonctionne, il faut qu'on ait des réseaux dans lesquels on a investi, qui sont capables d'assurer la stabilité du réseau, d'assurer la sécurité, de pouvoir faire du stockage, de pouvoir faire de l'effacement de la consommation. Et quand on a des énergies intermittentes dans le mix énergétique, ça ne peut se faire que grâce à des réseaux intelligents qui permettent d'avoir accès en temps réel à la consommation, d'avoir une prévisibilité de la production qui est intermittente. Donc cet aspect réseau, il est important, et aujourd'hui, une partie des réseaux est propriété des collectivités. On ne le sait pas toujours, mais c'est quand même important de le rappeler. Donc je pense que, vous l'avez dit, le rôle des collectivités, il est important dans le cadre de la souveraineté, dans le cadre de la planification des investissements à faire sur les réseaux. La région y participe aussi, hein. Et dans le cadre de la planification plus générale aussi liée à l'urbanisme, parce que il faut savoir que les intercommunalités, par exemple, élaborent des plans climat qui intègrent des schémas de développement des énergies renouvelables, mais également impliquent des prescriptions à faire en matière d'urbanisme, qui a un enjeu sur la partie consommation énergétique et production d'énergie renouvelable. Donc je pense que les collectivités doivent être au cœur de la gouvernance énergétique. Merci. Pour le gaz, on l'a vu, c'est la même logique, un maillage de petites unités, parce que les gros méthaniseurs, c'est compliqué à faire accepter dans les territoires. 80% des méthaniseurs aujourd'hui sont effectivement des méthaniseurs agricoles, des petites unités. Et c'est vrai que, pour rejoindre ce que disait Sophie, c'est vraiment essentiel que les collectivités s'emparent de ces sujets à travers leurs documents de planification énergétique, parce qu'elles sont les plus à même de savoir quelles sont les ressources qu'elles peuvent utiliser et quels sont les réseaux qui sont à leur disposition et quels sont les investissements qui vont être nécessaires pour justement pouvoir disposer de toutes ces énergies renouvelables, et pour quels usages. Merci. Un très rapide mot de conclusion, messieurs. Moi, je vais compléter, non pas sur l'électricité et le gaz, mais sur tout ce qui est molécules liquides, donc les carburants. Il faut savoir qu'en France, Total Energy, on a commencé à se transformer, puisqu'on avait 6 raffineries, maintenant on n'en a plus que 3. Et 2 sont des bioraffineries, et l'objectif, c'est de produire des biocarburants. En 2035, la fin de la vente des véhicules thermiques, ça ne veut pas dire la fin des véhicules thermiques. Ça veut dire qu'ils vont encore durer jusqu'en... Des ventes des véhicules neufs thermiques. Neufs thermiques, ouais. Jusqu'en 2050. Donc il faut décarboner cette mobilité. Donc voilà, une des contributions de la compagnie sur ce sujet. C'est noté. Franck Chessé, on ne l'a pas dit, je crois, l'ouverture de la structure, c'est 2027. C'est ça. 5 ans de développement. C'est à la fois très rapide et pas demain matin. Oui, c'est ça. L'enjeu, c'est on accompagne en fait les ambitions nationales et européennes sur ces sujets de transition énergétique, et donc on avance au rythme des avancées législatives aussi sur ces sujets, mais c'est des sujets qui sont de réalisation qui sont urgents, et donc on accélère en ce moment le développement du projet avec une levée de fonds qui est en cours et dont vous entendez parler bientôt. C'est noté, merci infiniment à tous les 5 pour vos explications. On a vu qu'il n'y a pas de baguette magique, mais une somme de solutions pour ces enjeux énergétiques particulièrement complexes. Un petit rappel en conclusion, j'ai parlé du GIEC tout à l'heure, un autre message que le GIEC nous répète régulièrement, il faut bien avoir conscience que le coût de l'inaction en matière énergétique et en matière d'investissement dans la transition énergétique sera très supérieur à celui de ne rien faire ou d'investir massivement dans la décarbonation.
décarbonation. Merci à tous les 5, merci à toutes et tous. Dans un instant, on se retrouve pour parler d'économie circulaire dans le prolongement de ces débats. À tout de suite.